Alors, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e webinaire de la mission d'appui santé durable, avec comme sujet aujourd'hui les soins éco-responsables, comment faire au quotidien. Si tu veux bien passer le prochain page, Noël. Alors, Voilà. voilà. Au programme de l'intervention, donc on va commencer par la présentation du docteur Noël Bernard, médecin et vice-présidente de la DSNA. Elle va nous présenter les soins éco-responsables de la définition à la pratique. Ensuite, on aura une présentation à double voix par Isabelle Cantonnet-Paloc, directrice, et Christelle Glandu, infirmière de coordination à l'EHPAD du Vigeois, qui nous présenteront une démarche engagée et prometteuse en EHPAD. Et ensuite, on prendra un temps pour pouvoir échanger avec vous via le chat que Laureline va pouvoir, qui est en train de être diffusé. Elle vous dit qu'elle pouvait enfin, envoyer des questions via le chat. Ce webinaire est enregistré et fera l'outil d'un replay que vous pourrez retrouver sur notre plateforme, donc le site de la mission d'appui et notre chaîne YouTube. Noël, si tu veux bien prendre la main pour commencer, pour nous présenter. Allez, on y va. Donc, bonjour à toutes et à tous. Un petit coucou à ceux que je connais personnellement. Donc, je suis vraiment ravie d'être avec vous pour vous partager ce sujet des soins éco-responsables, qui est un sujet vraiment d'actualité, tout à fait intéressant d'ailleurs, comme en témoigne votre présence aujourd'hui. Et on en est très content à la mission d'appui. Alors, on va faire un tour, bien sûr, sur les définitions, préciser les contours et surtout essayer de trouver des éléments pour que les éco-soins puissent s'intégrer dans votre quotidien à toutes et tous le plus facilement possible, le plus simplement possible. Et on vous montrera que c'est tout à fait faisable. Alors, je m'arrête un instant sur la définition du soin pertinent. Je passe rapidement parce que vous connaissez tous, on en parle depuis longtemps, hein, depuis 2015 au moins, le juste soin au bon moment pour le bon patient. Ça, je pense que c'est clair pour tous. Mais ce que je voudrais pointer là, c'est que la définition de la pertinence du soin a été modifiée. Et là, je parle, c'est sur le site de la DGOS. La définition a été changée en août 2024 pour intégrer des dimensions démographiques, épidémiologique et environnementale. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait fondamental. Ça veut dire qu'un soin pertinent, aujourd'hui, doit prendre en compte le respect de l'environnement. Et j'ai envie de dire, ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur lequel je voulais insister. Ensuite, la définition du soin éco-responsable ou éco-soin, c'est la même chose, toujours là sur le site du ministère. Eh bien, ces soins éco-responsables visent à offrir une prise en charge de qualité, sécurisée et pertinente. Donc, on retrouve la notion de pertinence, on a bien la qualité et la sécurité du soin, tout en réduisant l'impact environnemental. Donc là, dans le soin éco-responsable, on a un focus sur l'environnement, mais bien sûr, la pertinence n'est pas très loin. Et ces soins concernent autant la pratique du soin, la prise de sang, le pansement, que l'organisation du soin. Donc là, bien sûr, on pense au parcours de soins. C'est partout, c'est en ville, en établissement sanitaire et médico-social. Donc c'est dans beaucoup d'endroits, c'est un peu partout. Et ce qui veut dire aujourd'hui, c'est que les soins éco-responsables, c'est finalement représente une nouvelle approche de la pertinence des soins. Donc, on a posé ça. Ça veut dire que quand même, un certain nombre d'entre vous ont déjà travaillé sur la pertinence des soins. Donc, ça veut dire que vous avez déjà travaillé sur des soins éco-responsables. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, pour comprendre les contours des éco-soins, je m'arrêterai sur ces deux figures que vous connaissez bien sûr les uns et les autres. Celle de gauche, c'est l'impact carbone. Ce sont les données du Shift Project qui, comme vous le savez, montrent que les médicaments et les dispositifs médicaux impactent pour 29 et 21% de l'impact carbone. Ça veut dire qu'en termes d'éco-soins, il va falloir vraiment
se focaliser sur ce double sujet, les médicaments et les dispositifs médicaux. Alors, ça veut bien sûr dire qu'on ne va pas négliger les déchets, qu'on ne va pas négliger la mobilité, qui sont des vrais sujets, mais quand même, le plus fort impact, la moitié de nos soins, c'est quand même les médicaments et dispositifs médicaux. En sachant que là, on parle d'impact carbone, mais il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est autre impact, et notamment les pollutions de l'eau, etc. Et on sait que ça va souvent dans le même sens, pas toujours parfaitement, mais quand même, ça va souvent dans le même sens. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, la figure de droite, c'est l'analyse cycle de vie. Et je pense fondamental qu'on ait tous compris que quand on utilise, et là je parle de fabrication, quand j'utilise une seringue, quand j'utilise un respirateur, quand j'utilise des gants à usage unique ou non stériles, eh bien ces DM, ces médicaments ont été fabriqués. Et fabriquer, ça veut dire qu'on a pris de la matière quelque part. Donc ça, c'est un point essentiel, sachant aujourd'hui qu'il y a quand même plein de ressources qui sont en difficulté. Donc là, il faut vraiment avoir conscience de ça. Ça peut marcher aussi dans notre vie de citoyen, mais on a pris de la matière, on a pris de la matière pour fabriquer. À ce moment-là aussi, on a produit du gaz à effet de serre et souvent, on a pu polluer, notamment l'eau pour la fabrication et ça dépend bien sûr là des endroits ou de la fabrication. Ensuite, transport. À nouveau, production de gaz à effet de serre, éventuellement production de particules fines, donc là, on pollue. Et puis après, il y a la question, bien sûr, de l'usage et enfin, la valorisation qui existe ou qui n'existe pas. Et je crois que vraiment, il n'y a pas que le déchet, il y a aussi qu'on a fabriqué et qu'on a transporté. Alors, je voudrais vous partager là ce que nous avons appris des unités durables, le dispositif qui a été mis en place au CHU de Bordeaux. Et je remercie là l'équipe qui a porté ce projet qu'on a tous porté ensemble. Le dispositif des unités durables, c'est un guide, des boîtes à outils, des formations, une labellisation. Et je veux juste vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il y a dans les 7 thématiques qui sont balayées dans les unités durables, il y a les éco-soins. Et quand on a regardé de plus près ce qui se passait dans les unités durables, puisqu'on labellise, et quand on labellise, on demande aux unités qui vont être labellisées de remplir une grille de labellisation avec des exemples des actions qui sont menées dans ces unités. Et on est allé voir ce qui se passait dans la rubrique des éco-soins, donc quelles étaient les actions menées par les unités durables. Et là, ça a été assez intriguant de voir que finalement, les équipes faisaient, je vais caricaturer, toute la même chose. Je m'arrête là, juste là, sur le volume d'eau pour la toilette éco-conçue. Il y avait une intention des professionnels de limiter la consommation de l'eau pour la toilette. Et curieusement, une attention particulière pour limiter le volume de perfusion en orthogénie et diminuer le volume de produits de contraste en imagerie. Et finalement, on s'aperçoit que quel que soit le service, eh bien, finalement, il y a toujours le même raisonnement, et c'est ça que je vais vous partager, que ce soit dans un service d'imagerie, de réanimation médicale, de médecine ou d'un laboratoire. Finalement, les professionnels qui inventent ces pratiques plus éco-responsables ont toujours les mêmes raisonnements. Et donc, avec Anne Rullier, avec laquelle on a copiloté le groupe Transformation écologique au CHU Bordeaux, avec l'équipe, eh bien, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas modéliser finalement les éco-soins pour que chaque professionnel se pose les bonnes questions et puisse très naturellement pratiquer, inventer des éco-soins. Alors, on va voir, ça peut être simple, ça peut être plus compliqué. Je rappelle, il y a toujours la petite pastille à qualité et sécurité égale. Et je le dis là, au moindre doute, et on interpelle les experts qui pourront aider et vérifier qu'on est bien dans une pratique à qualité égale. Et à partir de là, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas modéliser la pratique des éco-soins en 5 questions? Et c'est ça que je vais vous partager maintenant. La première question, c'est est-ce que les recommandations de bonne pratique sont-elles respectées? Voilà, je vais faire ce soin, mais est-ce que j'ai bien pensé? Est-ce que, premièrement, cette prescription d'examen complémentaire est bien dans les clous des recommandations?
Voilà, je donne quelques exemples. Et à tous les coups, vous verrez des petits points de suspension parce que je suis allé chercher, on est allé chercher des exemples emblématiques, mais bien évidemment, on n'a pas tout écrit là. Est-ce que mon bilan préopératoire est bien dans les indications, le groupe sanguin, exploration fonctionnelle, imagerie, etc. D'accord? Et là, vous savez que ça représente un énorme lot. Deuxième chose, ma prescription médicamenteuse, alors là, on est plutôt du côté médical, est-elle dans les recommandations des bonnes pratiques? Je suis gastro-entérologue de formation. Je pense là les IPP, les inhibiteurs d'apprentissage proton, et on pourra en reparler. Les hypnotiques chez la personne âgée, et là Isabelle en parlera tout à l'heure. Et puis concernant les soins, et là j'ai envie de dire tous concernés, étant dans les indications pour le bon usage des gants, ça a été un des premiers sujets travaillés dans le dispositif des unités durables avec notre pharmacienne hygiéniste. Est-ce que je suis dans les bonnes recommandations de l'utilisation des gants, etc. Deuxième question, ce soin, ce dispositif médical, ce médicament est-il utile? Regardez ce que vous avez fait ces derniers jours. Y a-t-il pas du matériel qui était superflu? Alors, une équipe nous a dit, les boîtes pour piège à biopsie, c'est un petit pot en plastique, on n'en a pas forcément besoin. J'ai fait quelques endoscopies dans le passé, on utilisait une compresse, simplement. Le systématique, et là Isabelle va beaucoup en parler, le si besoin qui devient systématique, et puis cette batterie d'examens qu'on demande à l'entrée d'un patient à l'hôpital, je l'ai quand même beaucoup vécu en biologie, en imagerie, en exploration fonctionnelle, en analyse de première intention, j'en parlerai tout à l'heure. Allez, on y va, on déploie tout, on fait un gros bilan systématique dont tout n'est pas forcément utile. Et enfin, le au cas où, et là je pense particulièrement aux seringues et autres dispositifs médicaux qui sont préparés en anticipation. Les 5 seringues préparées au bloc, on va en utiliser 2, on en jette 3, c'est quand même fort dommage. Troisième question, pourrait-on faire avec moins? C'était le propos initial. Moins en volume, on l'a dit, l'eau de la toilette, on voit aussi des chantiers autour de les bains de désinfection du matériel. Il y avait un gros bain, on peut mettre plus petit. Ça veut dire qu'on va utiliser aussi moins de désinfectants, bien évidemment. Volume de perfusion, on en a parlé. La taille du pot de formol, puisque en état napate, c'est pas la peine de prendre un grand pot quand on a un tout petit prélèvement. Le matériel, et c'est bien sûr toute la question des dispositifs médicaux dans les kits et custom pack. Et là, beaucoup d'équipes s'investissent dans ce chantier. Moi, je rêve d'une campagne nationale sur allège ton kit. Ça serait quand même très intéressant. Beaucoup d'équipes aussi travaillent sur le linge de la toilette, dans la toilette éco-conçue, mais dans le linge d'entrée en réanimation. Il y a la question des kilomètres. Comment optimiser le parcours du patient et faire que moins de kilomètres sont effectués, ou les usages. Et là, par exemple, l'anapate ou l'immuno qui ont rangé leur prélèvement pour utiliser moins de congélateurs. Derrière tout ça, finalement, on est en connexion directe avec la pertinence, on est là au juste besoin, pas la peine d'utiliser beaucoup quand on peut utiliser moins. Quatrième thème, alternative éco-conçue. Et ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. On parle beaucoup d'éco-prescription en ce moment. On remercie l'équipe Lomédite et l'URPS de Normandie qui a beaucoup travaillé sur les choix des formats thérapeutiques, les voies d'administration, les schémas posologiques, les spécialités combinées. Je vous invite, on vous montrera la référence tout à l'heure. Il y a bien sûr le choix des médicaments et on parle beaucoup des gaz halogénés pour aller aux gaz les moins polluants, les bronchodilatateurs, préférer les poudres plutôt que les sprays. C'est aussi tout le champ des techniques non médicamenteuses, Isabelle en parlera lâchement. Et puis, c'est l'éco-conception des pratiques de soins, la question d'usage unique versus réutilisable, les compresses stériles, bien souvent qui pourraient être non stériles dans certaines indications, bien évidemment. L'éco-conception des pratiques d'examen, on commence à voir du matériel de nouvelle génération qui est moins impactant, ou le matériel de seconde main, et ce n'est pas simplement les aides techniques comme les fauteuils, etc. Ça peut être aussi du matériel de biologie, et Anne pourrait en témoigner. Et enfin, l'éco-conception des parcours avec le travail sur les réhabilitations précoces en chirurgie, qui là aussi, bien sûr, entraîne une économie et une écologie tout à fait intéressante de soins, donc de matériel, et c'est tout à fait intéressant dans ce contexte. Cinquième question, les recommandations ne doivent-elles pas être revues dans le contexte actuel? On ne peut pas faire aujourd'hui comme on faisait il y a 10 ans, et on a vu dans beaucoup de services des protocoles qui sont revus
bien sûr, sérieusement, avec toujours la recherche de la même efficacité. Et là, je citerai des protocoles de sédation en réanimation qui sont simplifiés pour une désédation précoce, sédation minimale nécessaire. C'est aussi l'utilisation des valves autocontrôlées pour utiliser le moins de gaz possible. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, c'est bien sûr tout le champ de la mise en place de protocoles de recherche parce qu'on doit être à qualité-sécurité égale, et c'est le travail qui avait été fait en ANAPAC, comparer finalement deux modalités avec beaucoup de coloration ou moins de coloration, de techniques de coloration, finalement, pour la même efficacité, on a pu simplifier, utiliser beaucoup moins de réactifs. Finalement, c'est toute la question des recommandations qui sont prônées par les sociétés savantes. Alors, j'en cite quelques-unes là, mais la SFAR, la Société française d'anesthésie réa, a été largement en tête, travaille sur ce sujet depuis longtemps, et bien sûr, d'autres sociétés savantes s'y mettent en continu. Une des dernières, la société d'endoscopie, enfin, toutes les sociétés, il y a le magnifique travail sur la dialyse verte, etc. Donc finalement, ben, vous pouvez vous poser ces questions quand vous allez pratiquer votre soin. Les recommandations sont-elles respectées? Ce matériel est-il utile? Pourrais-je faire avec moi? N'y a-t-il pas une alternative éco-conçue? Et ne faut-il pas travailler en équipe ou en national les recommandations? Et finalement, j'ai envie de dire que les éco-soins ben, sont aujourd'hui à votre portée de main. C'est aussi un magnifique espace de co-construction en équipe, et on pourra en reparler, parce que là, les idées des uns et des autres sont tout à fait indispensables. Et là, c'est une démarche participative tout à fait intéressante et avec beaucoup de créativité, comme on le voit dans les équipes, et c'est donc tout à fait intéressant. Donc, je terminerai juste en disant pertinence éco-soins, un peu même combat, bon sens et sobriété, d'accord? Toujours le respect de la qualité. C'est derrière tout ça la question de la prévention qu'on devrait beaucoup plus mettre dans notre champ au quotidien. La mesure des impacts est indispensable et on en parle beaucoup dans les unités durables. Et puis un engagement indispensable à tous les niveaux et un sujet qui est incontournable aujourd'hui puisque dans la certification HAS et enfin le sujet de la recherche. J'en ai fini pour l'instant. Laisse la place à Isabelle. Isabelle, si vous voulez bien partager votre écran. Et on se laissera un temps pour les questions à la fin. Tout à fait, oui. Attendez, j'arrive pas à le faire comme ça. Il n'y a pas de souci, Isabelle, ne vous inquiétez pas. Oh non, mais... J'ai la barre du haut qui m'empêche d'aller au diaporama. Ah. Sinon, en bas, vous pouvez avoir le mode directement au niveau du Zoom. Vous pouvez mettre directement en projection pour un webinaire, en projection du diaporama. Ah bah du coup, j'arrive pas à l'enlever. Ah ça y est, diaporama, c'est bon, j'arrive. Paramètres. C'est bon? Très bien, merci Isabelle, parfait. C'est à vous. Donc, on va se présenter. Donc, je suis Isabelle Cantoné-Paloc, la directrice de l'EHPAD de Vigeois. Et Christelle Glandus, infirmière coordinatrice à l'EHPAD de Vigeois. Voilà. Donc, on est donc dans un établissement fonction publique hospitalière de 90 lits avec des spécificités telles qu'un PASA, une unité protégée. On a un pôle ressources de proximité. Et le point important, et il sera tout son effet tout à l'heure, c'est qu'on a aussi une PUI, on est en dotation globale. Donc, par rapport aux conséquences de la mise en place de l'éco-prescription, c'est important d'avoir cette notion-là. Donc, la méthodologie qu'on a mis en place à travers l'éco-prescription, c'est quelque chose de simple et d'évolutif. En fait, on va faire les points les uns après les autres. On a une gouvernance au départ qui est monolithique et soudée, on va en parler. On a fait des constats de départ qu'on fait tous dans les EHPAD aujourd'hui, on a à peu près tous les mêmes constats. On a mis en place 2 axes de travail qui ont été simultanés. On a réorganisé les soins autour du circuit du médicament et on a développé des activités non médicamenteuses qu'on renouvelle aussi en permanence. Et aujourd'hui, on en est à la dernière étape, au suivi, avec des résultats qu'on constate. On arrivera à la fin de l'exposé, vous allez voir que sur 3 ans, c'est assez épatant.
Et on est dans une période aujourd'hui de stimulation et de réévaluation permanente au quotidien auprès des équipes et puis auprès de nos interlocuteurs. Alors, la gouvernance monolithique, c'est très important parce qu'il y a 3 ans, en fin d'année 2022, je suis arrivée dans l'établissement, la cadre de santé est arrivée dans l'établissement, le médecin co est arrivé dans l'établissement et le pharmacien aussi, et l'IPA par la même occasion. Donc, c'est vrai qu'on est arrivés tous ensemble à 1 mois ou 2 mois d'écart et on s'est dit, bon, on fait quoi de cet établissement qui fonctionnait très bien, mais post-Covid, il y avait des choses à faire. Et on avait exactement le même objectif, les mêmes orientations. Et on s'est dit, on va monter un projet d'établissement qui est un petit peu différent. Alors, de mon expérience, j'avais déjà travaillé sur la iatrogénie médicamenteuse et sur la déprescription. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas travailler là-dessus? Parce qu'on avait des constats, vous allez voir, qui étaient un petit peu complexes et alarmants à certains égards. Et on s'est dit, on va travailler là-dessus. Donc, on a construit notre projet institutionnel et notre projet de soins, en l'occurrence, sur la déprescription. Et on l'a intitulé Déprescrire pour mieux guérir. Donc, on est parti de ce postulat-là. Mais il est clair qu'il faut qu'on soit vraiment en phase avec tous ces pôles ces catégories de métiers. Alors, le constat de départ, et on l'a tous dans les EHPAD ordinaires, on a une moyenne généralement de 8 à 10 médicaments par jour et par résident. On avait, et je pense que dans les établissements, c'est aussi le cas, des lignes de prescription par résident qui nous posaient question. On a pris l'exemple des antalgiques. On a 90 résidents dans l'EHPAD. On avait 134 lignes d'antalgiques qui étaient distribuées par jour en systématique. Donc c'est vrai qu'on s'est dit c'est assez conséquent et on avait surtout un problème d'automatisation, de systématisation dans la distribution des médicaments. C'est-à-dire que les agents, ils avaient une façon de faire, ils ne se remettaient pas en question. Il y avait une perte de sens dans la pratique professionnelle et c'est vrai qu'on distribuait des médicaments en systématique sans se poser véritablement la question du nécessaire médicament, ce que disait Noël tout à l'heure. Les horaires de distribution, ils n'étaient pas forcément adaptés. On constatait à l'époque que les somnifères étaient distribués, on le fait tous dans les EHPAD, à un moment donné, au moment des repas du soir, ce qui fait que quelques heures après, ils n'avaient plus d'effet. À 9 heures, quand les infirmières faisaient le tour des résidents avant de partir, il y a beaucoup de résidents qui étaient déjà réveillés. Donc, l'ennui de certains résidents au quotidien, ça aura son impact aussi sur les activités non médicamenteuses qu'on a multipliées. On avait une routine installée parmi les soignants, les agents, avec une perte de sens. Et puis, on avait envie aussi de mettre en place des projets un petit peu innovants. Parce que les projets qu'on constate, c'est souvent un petit peu la même chose, c'est assez redondant et c'est cyclique. Donc, ça fait 20 ans que je fais ce travail. Donc, moi, j'ai un petit peu le recul pour pouvoir le dire aujourd'hui. Et on avait un sentiment, en fait, d'être un EHPAD, on va dire, ordinaire. Et on voulait un petit peu redonner du sens et quelque chose d'innovant. Donc, on avait décidé de travailler là-dessus de façon concertée. Et le final aussi, par le contexte qui était compliqué aussi, fin d'année 2022-2023, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse des économies et il faut qu'on réorganise parce que, carrément, si on met en place ce projet, il va falloir que les choses suivent aussi. Donc, la gouvernance monolithique, le constat de départ qui était un petit peu particulier mais propre à chaque EHPAD, on a mis en place simultanément, et ça c'est très important, 2 axes de travail. Donc le premier, ça a été la réorganisation des soins autour du circuit du médicament que va vous présenter ma collègue. Voilà, donc du coup, on a été obligé de revoir les étapes du circuit du médicament et pour ça, on a commencé par réorganiser les roulements au niveau des AS et des IDE. C'est-à-dire qu'on a exactement le même effectif d'AS et d'IDE sur le planning de semaine que sur le planning du week-end, pour du coup avoir une pratique identique entre la semaine et le week-end. On a sécurisé toutes les étapes du circuit des médicaments, c'est-à-dire que l'infirmière est présente systématiquement à chaque prise de médicament. Ce n'est pas une délégation qu'elle fait à l'aide-soignante. L'aide-soignante travaille en collaboration avec l'infirmière et il y a une surveillance et un contrôle du médicament et de chaque molécule administrée à chaque résident. Après, on a pu voir qu'il fallait avoir plusieurs molécules de référence pour avoir un travail. On n'a pas pu travailler sur tous les médicaments, sur toutes les lignes de prescription. Donc, on a déterminé plusieurs axes et plusieurs molécules de référence, donc les antalgiques, les laxatifs et les somnifères. Et pour ça, en fait, on s'est fait accompagner par l'ANAP, l'ARS et l'OMEDIT sur une durée de 2 ans qui nous ont aidés à déterminer des axes de progression et nous ont aussi aidés dans la chronologie des choses, en fait, parce que il fallait respecter le temps, en fait, entre chaque étape pour pouvoir systématiquement faire des évaluations, revoir s'il y avait des actions qui n'étaient pas correctement mises en place, etc. Et on a fait également des audits et des suivis permanents. Et encore aujourd'hui, en fait, on a besoin de stimuler, Réévaluer, stimuler. réévaluer, motiver les équipes
Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, c'est un travail que l'on fait comme ça, ponctuellement, mais sur lequel après, tout le monde est sensibilisé en fait au fait que donner les bons médicaments au bon moment, eh ben, c'est avantageux pour tout le monde en fait. Donc ça, sur ce côté-là, les équipes sont de plus en plus motivées et vraiment, enfin, moi en tant qu'IDEC, vraiment, plus ça va et moins j'ai de rappels à faire sur la distribution des médicaments parce que c'est vraiment voilà, très, très bien observé. Donc, on a redonné du sens aux pratiques et puis on a évité les 6 besoins qui étaient en systématique parce qu'ils étaient mis à disposition dans les piluliers. Donc, ça, c'était une chose. Et donc, chaque médicament qui était dans les piluliers était donné. Et on ne se posait même plus la question de savoir est-ce qu'il y en avait réellement besoin. Donc, ça a été arrêté. Voilà. Et à chaque fois, on s'est posé la question. Par rapport aux antalgiques, échelle de la douleur, en fonction de l'échelle de la douleur, on donne pas. Sur les somnifères, en fait, on a adapté la prise à la bonne heure, c'est-à-dire que c'était terminé de distribuer un somnifère à la fin du repas. Évidemment, c'était plus facile parfois de le faire, de donner à la fin du repas, le résident étant assis, c'était plus commode. Mais en fait, il prenait son somnifère alors que peut-être il n'en avait peut-être plus besoin parce que simplement de le préparer à passer une bonne nuit, et ben, ça suffit en fait à ce qu'il dorme correctement. Et on a vu très très rapidement qu'on enlevait, qu'on ne donnait plus ces somnifères. Donc on a en fait éliminé ces prescriptions-là. Voilà. Et dans la distribution des médicaments, on a adapté du coup aux besoins quotidiens des résidents et on a fait une évaluation systématique. Et on a donc, du coup, retravaillé la distribution et les horaires de la prise des médicaments. Voilà. Donc, tout ça en rapport, en conciliation avec, évidemment, les médecins traitants, le médecin coordinateur, le pharmacien, parce que systématiquement, nous, on faisait des constats et il fallait, en fait, qu'il y ait un suivi. Hein. Donc, soit revoir la prescription, soit l'enlever carrément. Et voilà, il faut vraiment travailler en coordination avec tous les corps de métier, quoi. Et on a la chance d'avoir une IPA justement qui travaille sur cet exercice de conciliation. Et pour chaque admission, on regarde les prescriptions, voir s'il y a des déprescriptions qui sont possibles, et puis concerter, et puis évaluer. Et sur les sorties d'hospitalisation aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a des prescriptions qui sont mises en place. Et en sortie d'hospitalisation, alors là, c'est l'envolée des médicaments, etc. Donc on réévalue en sortie d'hospitalisation aussi toutes les prescriptions. Donc ça, c'est le travail de l'IPA en lien avec le médecin traitant, le médecin coordonnateur et le pharmacien, et donc bien évidemment l'IDEC. Donc, le travail sur le circuit du médicament, ça a été fait, mais pas tout seul, parce qu'on ne peut pas se permettre d'enlever des médicaments et de ne pas donner à une compensation. Donc, en même temps qu'on a commencé cette déprescription, on a travaillé sur le développement d'activités non médicamenteuses. Et là, ça a eu un effet phénoménal, puisque ça a doublé en fait les effets attendus quasiment. Donc, on a embauché un éducateur médico-sportif qui est arrivé en début d'année 2023 et qui propose des activités individuelles et collectives, mais tous les jours. Donc, soit ce sont des activités collectives qui sont faites par ordre, par niveau, en fait, on va dire, de capacité physique des résidents, ou alors ce sont des ateliers individuels pour des résidents qui sont peut-être plus en difficulté au niveau physique, mais chaque résident, quasiment sur les 90 qu'on a, ils ont tous des activités physiques adaptées quotidiennes, soit par l'éducateur médico-sportif qui a fait une formation précise aussi pour travailler aussi sur des rééducations, ou alors par des agents qui sont en soins et qui ont aussi un relais par rapport à ces activités physiques-là. On a travaillé aussi sur les ateliers mémoire à la stimulation cognitive. Donc, on a une psychologue qui fait des ateliers régulièrement, des ateliers, des cafés papotage, des ateliers mémoire. On fait des ateliers cuisine thérapeutique, etc. Donc, c'est vrai que on a donné un exemple d'action. On travaille sur des thématiques sur la citoyenneté, sur plein d'autres actions aussi. Et c'est vrai que ces temps de concertation, ces temps d'échange, c'est aussi fatigable pour les résidents. Et on a des effets attendus sur les troubles du comportement, des choses comme ça, parce qu'on essaie de canaliser les résidents et c'est très, très profitable aussi. Alors, ce qu'on a fait depuis quelques temps, pendant le Covid, enfin, post-Covid, c'était compliqué, mais là, depuis un an, on a multiplié les animations et les sorties. On fait des sorties au musée, donc on a la chance d'avoir un petit bus aussi TPMR, hein, donc c'est important aussi. Donc, on fait des sorties musée, cinéma, on supporte le CAB, donc le rugby de Brive. On a été au théâtre la semaine dernière. Aujourd'hui, on a une grosse des Olympiades. Enfin, toutes les semaines, on a des activités qui sont routinières et 2 ou 3 fois par mois, on fait aussi des grosses activités institutionnelles avec des sorties. Donc, on a beaucoup d'agents aussi, des soignants qui sont formés aux ateliers massage et esthétique. Donc, c'est vrai que les résidents, ils ont cette chance aussi là d'avoir ces activités-là.
On a du matériel spécifique. On a investi cette année dans un nouveau casque virtuel avec 150 supports pour pouvoir voyager dans le monde entier, etc. Aller voir des petites localités où les gens ont vécu. On a une Tower TOEFL, un vélo cognitif. On a multiplié aussi depuis 2 ans les partenariats avec une réflexologue qui vient lundi sur 2 pour faire de la réflexologie combinée. On a mutualisé, on a fait des conventions avec des ESMS qui sont proches pour avoir des infrastructures plus larges. On a mutualisé avec un établissement qui est proche, qui a un bassin thérapeutique, une salle Snozelen, etc. Des associations, la Ligue contre le cancer, une association sur qui fait de l'équithérapie. Et on a un pôle ressources de proximité, d'ouverture sur l'extérieur pour accueillir des aidants et des aidés du domicile. Et donc, ça veut dire que les gens, ils voient des gens de l'extérieur. On fait des ateliers belote, etc. Donc, toutes ces activités non médicamenteuses cumulées avec la réorganisation autour du soin et du médicament, on a eu des résultats assez importants. Alors, avant de vous communiquer les résultats, il faut simplement vous dire que tout ce qu'on a mis en place, il y a un suivi. C'est-à-dire qu'on fait des audits internes régulièrement. On a multiplié, enfin, on a développé la culture des événements indésirables. C'est quand même assez important aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, on se re-questionne et on recommence. On a un comité prise en charge médicamenteuse aussi qui travaille aussi sur le médicament. On assure ce suivi-là au niveau des équipes à travers les transmissions quotidiennes. Il y a un contrôle, il y a des réévaluations, des réajustements. Et on a commencé en fin d'année 2023, parce qu'on fait un point tous les ans, à avoir des résultats qui étaient très encourageants. Et donc, ça a multiplié nos efforts, puisqu'on s'est dit, c'est pas en vain. Et en 2025, on a eu des résultats, vous allez voir qu'ils sont assez époustouflants. Donc aujourd'hui, on n'est pas en mode sommeil en disant on a eu des résultats intéressants, on va s'arrêter là. On réévalue de façon permanente les prescriptions, on continue à travailler là-dessus, on se re-questionne sur les animations aussi mensuelles. On a des réunions tous les mois où on passe tous les résidents en revue pour voir le type d'activités qui peuvent leur aller, les satisfaire. On tient compte bien évidemment du projet d'accompagnement personnalisé. On adapte, on personnalise les animations. Et on essaye après maintenant d'intégrer de nouvelles molécules pouvant être déprescrites aussi. Et on a de nouvelles activités non médicamenteuses régulièrement. Donc cette année, on a mis en place, on a installé une salle de cinéma. Les mercredis, par exemple, on fait des thés dansants, des danses de salon. Donc tous les ans, en fait, on se renouvelle aussi. Donc les résultats, on a fait des résultats sur 3 ans. Donc on a le premier point de départ, c'était le 31 décembre 2022. Aujourd'hui, 2025, quand on a un recul de 3 ans, donc on a eu des résultats qui sont assez larges. En vert, on a plutôt des conséquences au niveau des ETP. Quand on est arrivé en 2022, on avait 90 ETP pour 90 résidents, donc on avait quasiment du 1 pour 1. En 2024, on est descendu à 83 ETP, équivalent temps plein, et en 2025, dans le bilan social qu'on vient de faire, on a 79 ETP. On a fait un prévisionnel sur 2026, on descendra à 76 ETP. On n'ira pas en deçà puisqu'on a un effectif autorisé de 75,6. Donc c'est simplement pour vous dire qu'on peut faire beaucoup plus en économisant sur des équivalents temps plein et en réorganisant tout simplement. On a constaté aussi au niveau des RH qu'on avait baissé notre sinistralité par ce projet novateur. On avait 3 853 jours d'arrêt, tous jours d'arrêt maladie confondus en 2022. En 2024, on était descendu à 2500. Aujourd'hui, en 2025, année terminée, on est à 1628 jours d'arrêt. Donc vous voyez, on est passé de 3800 à 1628 jours d'arrêt. Donc on a une sinistralité qui est en baisse. Donc on a des conséquences aussi de cette baisse de sinistralité, puisque l'assurance statutaire, on l'a renégociée et on fait sur l'année 2025 et 2026 40 000 euros d'économie en assurance statutaire aussi. Donc ça aussi, son effet. On a un projet qui fédère, parce que c'est vrai qu'on a des recrutements où on propose notre projet, et puis finalement, les agents sont très enthousiastes, et ils restent. Et quand on a eu l'évaluation externe au mois d'avril, elle nous a dit c'est assez intéressant parce qu'on voit que les gens, ils sont stables, ils n'ont pas envie de partir en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une stabilité, on n'a pas un turnover. Là, on a des départs, mais ce sont des départs en retraite, donc c'est vrai que c'est assez intéressant aussi en termes d'effectifs. Après, l'autre point qui est plus en termes d'image et de famille, on a une très bonne image dans notre établissement. On a un taux d'activité sur 2025 qui est de 99,83%. Et si on inclut les réservations, parce que maintenant on a aussi des réservations, on a mis ça en place, on est à 101% de taux d'activité. Donc c'est vrai que par rapport à l'RS, c'est intéressant. On ne compte pas le taux de réservation, on compte simplement le taux d'activité hébergement concrètement. Mais c'est vrai qu'avec les réservations, on a des gens qui vont réserver une semaine, 15 jours quand on a un décès parce qu'ils veulent venir à tout prix. Donc ils attendent que la place soit libre, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes doivent débarrasser la chambre. Mais on a un taux de réservation qui est explosif aussi. On a des familles qui sont satisfaites, les résidences sont de mieux en mieux aussi pour certains.
Et on a des enquêtes de satisfaction, bah, c'est on va dire la preuve, en fait, l'indicateur, qui sont de plus en plus positives. On a eu le bilan des évaluations externes en avril et sur le circuit du médicament, c'est une thématique qui est importante parce qu'on a tout revisité. On a eu 4 sur 4 sur l'item des circuits du médicament. Donc ça aussi, ça a son importance. Alors sur les dépenses de médicaments, parce qu'on parle aussi des coprescriptions, on a eu une maîtrise des dépenses de médicaments. On a fait des économies sur certaines molécules que je vais vous cibler tout à l'heure. Et le fait de faire des économies sur certaines molécules, on a pu faire rentrer des résidents qui avaient des prises en charge plus lourdes en termes médicamenteuses. Donc ça aussi, c'est important parce que ça veut dire qu'en gros, on fait moins de tri à l'entrée par rapport à la prise en charge médicaments. Et ça, c'est important aussi pour nous en termes, au niveau éthique, ça a quand même toute son importance. Donc on a diminué des lignes de prescription, vous allez voir, de 46 à 65% en 3 ans, selon les molécules référencées. Donc, pour les laxatifs, on a baissé de 46% les quantités distribuées, 47% les anxiolytiques, 56% pour les somnifères et 65% pour les antalgiques. Alors, je vous ai présenté le tableau, comme ça vous voyez année par année. Donc, en gros, ça marche comme ça. C'est le 31 décembre, il y a X résidents sur 90 qui prennent le traitement suivant. Donc, le premier exemple, le 31 décembre 2022, on a 41 résidents qui prennent du zopiclone, donc un somnifère. On en a 89 qui prennent un anxiolytique. Donc, sur 90, vous voyez que c'est assez important. C'est-à-dire que certains peuvent en prendre 2 par jour. Les laxatifs, c'est 54 médicaments qui sont distribués par jour. Et les antalgiques, Doliprane en l'occurrence, 134 sur 90 résidents. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les systématiques, les 6 besoins, ils étaient distribués en systématique. Il n'y avait même pas de questionnement et de recul par rapport à ça. 2023, vous voyez que ça commence à baisser. Et si on fait le comparatif avec 2025, les somnifères, on avait 41 lignes de prescription, on en a 18, sachant que les gens qui sont rentrés aussi en 3 ans sont de plus en plus lourds dans la prise en charge, parce que ça aussi, c'est important. Il y a aussi un turnover des résidents, puisqu'on en a à peu près un tiers qui partent chaque année, mais les résidents qui rentrent, et ça, tous les directeurs d'EHPAD le constatent, sont de plus en plus lourds dans la prise en charge, avec une nécessité de médicaments et des prescriptions qui sont à la base très, très chargées aussi. Donc, le somnifère, on a réussi à passer de 41 lignes de prescription à 18. Les anxiolytiques de 89 lignes de prescription à 47, donc 47% en moins sur 3 ans. Les laxatifs, 54 à 29. Et les antalgiques, donc le Doliprane, la molécule de référence, on est à 134 lignes de prescription en 2022. On est à 47 aujourd'hui, donc on est à moins 65%. Donc, il est clair que la réorganisation en soins, plus les activités non médicamenteuses, on ne pourrait pas dire à qui on approprie le résultat. C'est vraiment un effet cumulé qui entraîne ces résultats-là. Alors, la perspective aujourd'hui, ce qu'on compte faire, c'est que on a des résultats qui sont plus que satisfaisants. L'objectif aujourd'hui, c'est d'intégrer de nouvelles molécules de référence. Donc, au 1er janvier 2026, on a intégré la mélatonine. Donc, à chaque fois, on va intégrer de nouvelles molécules. Alors, on garde les autres sous le coude, évidemment. De toute façon, les pratiques elles seront inchangées. Mais on intègre de nouvelles molécules au fur et à mesure des années pour pouvoir continuer à déprescrire, aller dans ce sens-là. Après, en parallèle, on innove toujours sur de nouvelles activités non médicamenteuses, c'est-à-dire qu'on fait en fonction des enquêtes de satisfaction, des demandes des résidents. On fait des thés dansants parce que c'était leur demande, on fait des sorties rugby parce que c'était leur demande. Donc, on essaie de s'adapter et on a le champ des possibles, il est illimité. On fait un suivi permanent et des réévaluations, c'est-à-dire qu'on ne lâche jamais l'affaire. Par contre, ça c'est important parce que le soufflet peut vite retomber. Donc on relance les équipes en permanence, on refait des audits, on refait des constats. Les EI, on les traite toujours, même s'ils sont insignifiants. Et ça, c'est hyper important pour pas qu'on perde cette culture des EI. Et puis là, l'objectif d'aujourd'hui, on remercie ceux qui nous ont invités, c'était de communiquer pour que nos pratiques soient généralisées. Parce que le mot de la fin, c'est simplement pour dire que de mettre ça en place, il ne faut pas croire que ça a un coût. C'est de la réorganisation, c'est du bon sens, c'est de l'envie. Et au final, tout le monde y gagne, que ce soit la structure en termes financiers, en termes RH, en termes d'attractivité aussi, que ce soit les familles qui sont contentes de venir et qui font passer le mot, parce que l'image aussi a beaucoup évolué dans notre établissement, que ce soit les agents aussi, parce qu'ils ont quelque part une responsabilité par rapport à ça. Puis en termes d'environnement, alors là, les mesures des impacts sont vraiment multiples et variées. Au niveau environnemental, c'est faramineux. Voilà. Merci mesdames pour votre présentation. Deux mots, il y a beaucoup de bravoure en tout cas qui félicitent votre démarche. Donc je pense que ça va inspirer de nouveaux établissements et on espère que votre démarche puisse être reconnue et partagée dans votre établissement. En tout Noël, cas, si tu veux juste une chose, c'est que Oui. s'il y a des établissements qui sont intéressés,
On va diffuser le PowerPoint avec plaisir et vous aurez les coordonnées aussi. Mais il ne faut pas hésiter parce que nous, on n'a rien à gagner, on fait pas ça, on fait pas de business, on est fonction publique hospitalière. L'objectif, c'est d'avoir un équilibre financier. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut raisonner aujourd'hui environnement et ça, c'est pas grand-chose à mettre en place, c'est juste du bon sens, comme je vous l'ai dit. Et ça se fait très facilement sans coût supplémentaire. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Bah, merci beaucoup Isabelle et Christelle. Noël, si tu veux prendre la suite et après on prendra un temps du coup pour répondre aux questions du chat et si des personnes veulent intervenir, pas de souci pour intervenir. Oui, je prends le relais après cette magnifique présentation. Donc là, je reviens à des choses très concrètes. Et voilà, juste vous communiquer les ressources qui pourraient vous être utiles, hein. Bon, j'ai parlé du site de la DGOS, il y a le site bien sûr de la HAS, toutes les sociétés savantes, hein, que j'ai déjà un petit peu listées tout à l'heure. Et puis, alors, il faut que j'arrive à ça. Plus. Voilà, pardon. Voilà. Vous partagez quelques exemples inspirants, vous dire que vous pouvez aller aller chercher le guide des unités durables en créant votre compte. Et puis, il y a quelques exemples, voilà, de ce qui a été fait au CHU de Bordeaux. Donc, ça, c'est juste un partage et en sachant que le guide des unités durables est en train d'évoluer puisque on fait appel à des nouvelles fiches que nous proposent certaines unités qui ont été labellisées. Donc, il est en train de s'enrichir et il va devenir finalement un guide complètement informatique. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, en source d'inspiration, j'ai évoqué tout à l'heure ce qui a été fait par le MEDIT de Normandie avec le RPS. Donc là, vous pourrez aller accéder aux documents en cliquant sur le lien. Mais il y a bien d'autres publications, hein, bien évidemment. Donc là, toujours, vous avez les petits points de suspension en bas parce qu'il y a beaucoup de publications sur tous ces sujets actuellement. Et puis, je cite l'ANAP. Il y a un lien pour la webconférence qui a été faite en juin 2024 sur les éco-soins. Vous avez aussi sur le site de l'ANAP le recueil des bonnes pratiques. Et puis, vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y aura une journée nationale des soins éco-responsables organisée par l'ANAP le 30 juin prochain. Et là, bien sûr, vous pouvez vous inscrire. Et je voudrais terminer en évoquant, et j'ai vu que Myriam était là, Myriam Rodot. Là, je suis un peu son porte-voix. L'Omédit de Nouvelle-Aquitaine a mis en place un groupe de travail en lien avec la transformation écologique du système de soins et produits de santé. Et avec 4 sous-thématiques, comme vous le voyez, il y a les blocs, les pansements, l'éco-prescription, le circuit du médicament. Et je vous partage en quelques mots ce qui se passe dans ce groupe d'éco-prescription qui est très actif. Il y a un chantier sur la déprescription, notamment les benzodiazépines, les alternatives non médicamenteuses, on en a beaucoup parlé, donc Isabelle on a beaucoup parlé tout à l'heure, il y a des tournages de vidéos de pratiques qui se font dans notre territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc là, l'OMITIT est en train d'aller chercher ces expériences pour les partager. Et comme a dit Isabelle, il faut communiquer. La prescription si besoin, le passage de la voie IV à la voie Péros, hein, dont on parle beaucoup actuellement et qui est un vrai sujet qui est en train de se propager dans les réanimations, mais pas que bien évidemment, qui concerne beaucoup le paracétamol, mais aussi les antibiotiques. On a eu la dernière fois un magnifique partage sur l'éco-prescription en psychiatrie. Donc là, l'éco-prescription, là, c'est une liste de médicaments. Comment aller choisir finalement entre plusieurs antidépresseurs le moins impactant. Donc, c'est une mise à disposition du poids carbone de la prise journalière de tel ou tel médicament. Et là, on voit qu'il y a ce listing qui est en train, ce type de listing qui est en train de se diffuser. Et hier, on avait une réunion mission d'appui au MEDIT, on va bien sûr, on réfléchit à mettre à disposition ces outils très précieux et puis un travail qui se met en place avec l'URPS des chirurgiens. Donc, vous voyez, ça bouge énormément, au national, ça bouge énormément dans notre région, ça bouge énormément, et l'exemple de l'EHPAD que nous venons d'entendre est tout à fait intéressant et maintenant, on se donne un petit temps d'échange. Est-ce que tu veux bien? Oui. Merci à vous.
Donc, merci à vous. On a quelques questions, notamment pour l'EHPAD. On voulait savoir, donc c'est Anne Rullier qui pose la question, pour savoir est-ce que les familles sont intégrées au COPIL ou aux réflexions que vous avez pu mener sur votre établissement? Oui, alors pas au COPIL, mais dans le cadre du CVS, en fait, du Conseil d'avis social, puisque bah, le projet d'établissement, projet de soins, bah, il était validé aussi en Conseil d'avis social et abordé à ce moment-là. Et à chaque fois qu'on fait un Conseil d'avis social, on fait un petit point aussi par rapport à l'évolution qu'on peut avoir sur les résultats. Ok, mais merci pour cette réponse. Il y avait une deuxième une question, toujours d'Anne Rullier. Est-ce que votre feuille de route intègre la dimension de l'alimentation? Alors, on a commencé à y travailler, évidemment, par rapport à l'alimentation, puisqu'on fait tout maison aussi, donc les compléments alimentaires, tout est fait maison. Donc, c'est un travail qui est parallèle, mais c'est lié, puisqu'on va continuer à travailler par le biais aussi de la DSNA sur l'éco-restauration. Donc, on a ce projet-là, mais c'est vrai enfin, tout est lié, c'est le mieux-être à tous les niveaux, à tous les cas de figure. Enfin, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur l'alimentation. Oui, non, non, on fait des bilans Voilà. nutritionnels et après on évalue et on détermine des actions et oui, c'est en cours, on fait ça. Mm. Très bien, merci. Il y a une question de Constance Béchu qui demande, est-ce que vous avez réussi à chiffrer l'impact environnemental lié à la consommation des médicaments au sein de l'EHPAD? Alors, oui, moi j'ai un budget, un budget qui était de 75 000 euros par an au niveau des médicaments il y a 3 ans. Là, je budgétise maintenant 70 000, sachant que l'année dernière, on était à 63 000 de réalisés. Donc, ça veut dire qu'on fait une économie sur les médicaments, sur le budget prévisionnel. Et en plus, on peut se permettre, ce que je disais tout à l'heure dans l'exposé, de prendre en charge des pathologies qui sont lourdes et qui coûtent aussi, puisque comme on est en dotation globale, on voit passer aussi les facturations. Donc, on a des gens qui ont le cancer, on a une personne qui a la sclérose en plaques, donc c'est des traitements qui sont coûteux. Mais finalement, bah, on est resté dans le budget escompté grâce à ces économies qu'on a pu faire sur les molécules référencées. Merci pour ces précisions. Toujours dans la même direction, Anne Rullier demande, est-ce que vous avez un secteur fermé? Oui, Oui, Très on bien, fait merci. que lui. Il y a aussi une question là sur le groupe de travail, sur l'éco-prescription en psychiatrie. Est-ce qu'il est consultable et diffusable, Noël? Oui, a priori, donc on va travailler avec enfin, le groupe de l'Oméduc se propose de diffuser. On a l'autorisation effectivement de la pharmacienne qui a mené ce travail avec un jeune médecin. Donc, a priori, on le mettra à disposition. Et sachez que ce type de document est en train de se multiplier. Il y en a un qui a été fait par l'Omédite, toujours pareil, de Normandie, sur la prescription en gériatrie, qui prend les médicaments les plus fréquents et qui montre pour chaque médicament l'impact carbone, mais aussi la pollution. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et je sais qu'on a une collègue néphrologue à Bayonne qui est en train de travailler sur les antihypertenseurs. Donc, visiblement, ce type de chantier se met en place voilà, sur de plus en plus de spécialités. Et je pense que cette vision est tout à fait intéressante parce qu'on part du médicament. Et moi, en tant que prescripteur, je suis sensible à cette façon d'aborder les choses. Voilà, on prend les 15 antidépresseurs les plus prescrits et on voit lesquels lesquels sont enfin, finalement le degré de pollution croissant. Et ce qui est tout à fait intéressant dans le travail qui a été fait par la clinique Esquirol, c'est qu'il montre ce schéma, mais ensuite il donne 4 exemples pratiques qui sont tout à fait intéressants pour dire que ben, voilà, entre tel antidépresseur et tel autre, bah, on peut choisir le moins impactant, mais que par exemple, et je suis très sensible à cette question de l'observance, ils prennent l'exemple, il y a une fiche qui prend l'exemple d'un patient qui ne prend pas bien son traitement neuroleptique et qui arrive en décompensation psychiatrique. Et même si le neuroleptique injectable est plus impactant, ben on va quand même choisir le neuroleptique injectable qui sera à même de rééquilibrer le patient. Donc il y a vraiment 4 cas de figure et je trouve qu'en cas de situation très classique en psychiatrie, ben, le tour de la question est fait et c'est vraiment tout à fait intéressant. Une nouvelle question pour l'EHPAD, c'est le circuit de médicaments, de prescription, pardon. Comment est fait le lien avec le médecin traitant?
En fait, les médecins traitants interviennent, ils ont des jours et des passages réguliers chaque semaine. Et c'est une information et une collaboration entre l'IPA, l'équipe infirmière, le médecin traitant et notre médecin co. Très bien, merci. Il y a Isabelle d'Angleterre qui tenait à nous informer qu'il allait avoir une consultation qui allait être adressée via les ordres des professionnels, notamment infirmiers, pharmaciens et médecins. C'est l'association du Shift Projet qui est en train de lancer une grande consultation en vue des élections présidentielles. Donc voilà, je pense que vos ordres vous informeront de cette consultation et vous pourrez peut-être participer en donnant votre avis et pourquoi pas poser ces questions ou proposer des pistes sur les soins éco-responsables dans vos pratiques et dans vos ordres. Et moi, j'ai envie d'inverser les choses et puisque vous êtes nombreux, y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait partager un exemple d'éco-soin? On peut vous donner la parole et ça pourrait être intéressant. Et est-ce que vous, voilà, certains d'entre vous sont surpris par cette vision des éco-soins tels que vous les avons partagés? Voilà, donc j'ai envie de dire. Quid de votre expérience à vous sur les éco-soins et est-ce que finalement vous en faites beaucoup déjà? Je pense probablement. Donc vous pouvez lever la main et moi je pourrais vous autoriser avec le micro. Alors, on a une première main qui se lève. Si j'arrive à la voir. Bon, Ben, donc, permet de parler. Hop. Euh, c'est Angélique Alexandre. Je vous invite à parler. Vous pouvez. Oui. Oui, vous m'entendez? Très bien, oui, on vous entend, oui. Bon, ben écoutez, moi je connais très bien Noël Bernard, je suis Angélique Alexandre, je travaille au CHU, je suis aide-soignante, donc pas beaucoup représentée souvent dans ces pratiques d'éco-soins, on va dire, en tous les cas pour tout ce qui est réunion. Moi je reviens à ce que disait Noël, c'est-à-dire que depuis des années, et je pense qu'au sein de toutes les unités, de tous les centres hospitaliers, que ce soit des lieux de vie ou à l'hôpital, je pense que ça fait des années que les soignants font de l'éco-soin, tout simplement, et que aujourd'hui, ben, c'est bien parce qu'on se voit rejoint avec, on va dire, les têtes pensantes. Donc, je pense que ça va permettre de pouvoir avancer de plus en plus et travailler main dans la main. Et je trouve que c'est une grande, grande bouffée d'oxygène. merci beaucoup Angélique. Bon, on peut dire que c'est un peu Angélique qui est à l'origine de la toilette éco-conçue, donc on a beaucoup partagé sur ce sujet. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de pratiques d'éco-soins, mais Angélique, vous le savez, il y a encore beaucoup de choses, hein. On est allés ensemble, Angélique et moi, à une formation d'aide-soignante pour la Croix-Rouge, et on a bien vu que quand même le réflexe de beaucoup, pour bien faire, ben, c'est quand même de prendre le maximum de matériel. Et ça, quand même, Angélique, je crois qu'il faut avoir un peu avancé, avoir un peu maturé le soin pour apprendre finalement à faire moins. Moins. Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce que moi je fais aussi en tant que médecin. Je pense on a à aider les jeunes qui se lancent à consommer moins. Voilà, ou certains, parce qu'il y a des jeunes qui sont d'emblée sobres, hein, donc je ne veux pas du tout faire de catégorie par âge, mais oui, on fait des éco-soins depuis longtemps, mais non, bien souvent, encore, on gaspille et on peut faire mieux. Voilà. Et la volonté et l'envie, elle peut être là comme ça a été. Ce qui est important aujourd'hui, ça serait aussi de former les nouveaux soignants qui arrivent Tout à fait. dans un établissement. Ça serait vraiment une un grand pas en avant si on pouvait faire ça aussi. Peut-être par rapport à ça, Anne, tu veux réagir sur la formation et l'accompagnement des jeunes prescripteurs? Peut-être tu pourrais rebondir, parce qu'il se passe des choses au CHU de Bordeaux sur ce sujet, et dans d'autres structures, hein, mais peut-être si tu... Alors, j'ai une autre main qui se lève, mais on va attendre. Anne, on la prend juste après ou ça vous va? J'ai Géraldine et après on fait le point avec Anne, ce qu'elle pourra nous proposer en tant qu'ouverture sur la formation. Oui. Géraldine? Bonjour, vous Normalement. m'entendez? Oui. Oui, très bien, on vous entend, oui. Donc Géraldine Quentin pour la Croix-Rouge française. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est des ateliers Planel Sphère.
qu'on fait dans les services de soins. Et là, récemment, j'en ai fait un et ça aboutit en fait à une mobilisation de l'établissement sur un EPP kit pansement. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient à la moitié de leur kit de pansement et que du coup, sur les pratiques, et ça percutait les soignants sur ces enjeux-là. Donc, ça peut être aussi une manière de sensibiliser les équipes qui sont déjà en poste. Tout à fait. Donc, le Planel Sphère, donc, c'est un outil de sensibilisation qui a été co-créé par le CHU de Poitiers et l'ONEGIC Île-de-France. Et c'est finalement, on peut dire, un atelier de type fresque du climat, mais qui est complètement dévolu à la santé et qui donc permet d'aborder certains sujets spécifiques à la santé. Et donc, c'est effectivement, c'est la première étape pour sensibiliser les équipes. Ce qui est intéressant, que ça peut être fait aussi par pôle ou même par établissement, avec du coup un mélange éventuellement des membres de la direction et des professionnels de santé. Donc, comme ce sont des ateliers interactifs, ça permet effectivement des échanges qui sont tout à fait intéressants. Le maître mot quand même dans les éco-soins, finalement, c'est le décloisonnement. Et donc, bien évidemment, si on commence par un atelier Planel Sphère, ben, ça permet de rencontrer peut-être quelqu'un de la direction, mais peut-être aussi quelqu'un de l'équipe voisine. Et ça, on le voit beaucoup avec, on travaille sur les unités de femmes. Souvent, il y a besoin de décloisonner. Tout à l'heure, l'EHPAD a évoqué la question du circuit du médicament, mais on voit bien dans un établissement que pour changer une pratique, on va peut-être être obligé de le faire avec le service voisin euh, qui, euh, euh, qui, euh, qui pourra mobiliser et faire que l'action soit possible. Et je me permets de compléter, nous, on a associé aussi des patients ou des représentants de patients à l'atelier Planel Sphère. Oui, alors ça, c'est vraiment intéressant et c'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup travaillé auprès des professionnels, comme on l'a dit, qu'il faut sensibiliser, former en formation continue, mais aussi, il y aura cet énorme chantier de la formation première. Et bien évidemment, à un moment, il faudra vraiment qu'on aille s'occuper aussi, qu'on aille travailler avec les patients, avec les citoyens. Et là, je crois qu'il y a un énorme chantier à mener. Il faut aller les chercher, il y a je sais qu'il y en a une il y a une citoyenne, je pense, autour de cette table qui est très sensible à cette question de la consommation et bien évidemment que le citoyen peut jouer sa part. Par exemple, ne pas se faire dispenser un médicament qu'il a déjà à la maison. Donc voilà, il faut qu'on rende responsable aussi les patients comme on le fait aujourd'hui avec les professionnels. Donc là, il y a vraiment effectivement, oui, reprendre la main. Je crois que ça concerne les professionnels, mais aussi les citoyens, les patients. Tu peux donner le micro, Anne? Oui, oui. Avant de donner le micro Anne que j'ai activé, je voulais juste faire un partage de pratiques non médicamenteuses. Donc, c'est Étienne Mériglier qui dit que dans son service, lui, il a mis en place des médiations canines. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'établissements qui mettent en place des pratiques non médicamenteuses qui n'associent pas forcément à un soin éco-responsable. Mais je pense que ça peut être vraiment un levier aussi de penser aux activités thérapeutiques, enfin non médicamenteuses, plus thérapeutiques qui peuvent être des leviers d'action pour vos structures. Et Étienne n'est pas en EHPAD, Étienne, il est au CHU de Bordeaux en médecine. Donc voilà, donc c'est des pratiques se diffusent et c'est vraiment intéressant parce il y a, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, ben, voilà, c'était parents pauvres. Et là, aujourd'hui, on voit que ça se multiplie. Voilà, ça apporte des bénéfices tout à fait intéressants. Nous, on a un chat par étage et on a bientôt la visite d'un lama, donc on est aussi là-dedans. Et par rapport, juste si je peux réagir par rapport à ce que les personnes ont dit, c'est que je pense qu'on a été très longtemps dans une ère de l'opulence et de consommation surtout, où il fallait qu'on consomme pour pouvoir exister, avoir le sentiment de bien travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la restriction, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire moins bien. Et c'est à travers ce PowerPoint, c'est juste ce qu'on essaie de prouver, c'est-à-dire qu'en gros, on a moins d'effectifs, on n'a pas forcément plus d'argent, mais on peut faire beaucoup mieux avec simplement une réorganisation et du bon sens. Et ça, je pense que c'est quand même important. Il ne faut pas penser qu'on va perdre des prérogatives, qu'on va perdre des choses qu'on peut faire, qu'on faisait bien, ou on peut le faire encore mieux, différemment, c'est tout. Et peut-être vous l'avez souligné, pour le bénéfice des patients, mais aussi pour le bénéfice des professionnels. Et là, il y a un Vraiment. chantier aussi à mener Ah oui, sur oui. l'évaluation, je suis passée rapidement tout à l'heure, l'évaluation de l'impact
pour les professionnels en termes de qualité de vie. On a commencé un travail, mais il va falloir le continuer parce que ça, c'est vraiment important. Qualité de vie, QVT, puisqu'on travaille là-dessus, on a monté un comité RPS aussi, risques psychosociaux. Et puis, bon, on a une psychologue qui vient du travail, par la médecine du travail. Et bien, à chaque fois qu'elle vient, il y a rien, en fait. Et elle dit, bon, écoutez, maintenant, elle arrive au point, ben, quand il y a quelque chose, vous m'appelez, parce que je ne veux pas venir pour rien. Donc, c'est simplement pour dire qu'au niveau du climat social aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a d'autres objectifs que le soin technique, en fait. Il y a vraiment une responsabilité de chaque soignant. Et ça, c'est intéressant, parce qu'ils ne sont pas là que pour faire de la toilette et du soin technique. C'est bien que vous précisiez ça, Isabelle, merci. Anne, normalement, votre micro est activé, vous pouvez parler. Alors, on teste, ça marche? Oui, Très bien, merci, oui. Bon, super, merci. Bonjour à tous et bravo hein, pour ces deux magnifiques présentations. Noël, tu m'interpellais sur l'éco-prescription, c'est ça? oui, peut-être dire ce qui se fait Dire, au CHU de Bordeaux auprès des internes. oui, Et puis les chantiers à venir sur la formation, peut-être, je ne sais pas si c'est pour venir nous. alors oui, on va au CHU de Bordeaux, donc j'ai eu la chance de copiloter avec Noël, aux côtés de Noël, cette ambition de transformation écologique au CHU de Bordeaux. Après une première phase de formation au dispositif des unités durables, on va passer sur une phase un peu plus précise où on va proposer prochainement des formations ciblées, soins éco-responsables, voilà, qui prendront pour base cette même réflexion commune, hein, puisque vous avez compris qu'elle provenait de toute cette matière, là je te reprends tes mots, Noël, que nous proposent au quotidien ces unités qui s'engagent et qui sont labellisées unités durables. Et l'autre part aussi du travail qui est mené par la sous-commission transformation écologique de la CME du CHU de Bordeaux, qui a été nouvellement créée en septembre dernier à l'initiative de notre présidente de CME, le professeur Nathalie Salle. C'est une ambition transversale d'amener pas seulement, vous avez compris, les unités qui sont sensibles et qui ont envie d'aller plus loin et qui embrassent le dispositif des unités durables, mais au contraire d'embrasser de façon plus large toutes les unités du CHU de Bordeaux, qu'elles soient ou pas sensibilisées à l'éco-prescription médicamenteuse. Et ça, c'est l'initiative portée par plusieurs médecins, un groupe de travail essentiellement médical, de médecine interne d'ailleurs, chef de clinique essentiellement ou PH, sur l'éco-prescription avec la construction d'un kit qui explique, en fait, qui cible les principaux médicaments, hein. On revient sur ce que vous avez, ceux qui étaient le top 5 de l'EHPAD avec les antalgiques, les anxiolytiques notamment. Après, il y a les bronchodilatateurs et qui proposent, en fonction donc de la thématique, des données chiffrées. Et là, c'est sûr que tout ce que la littérature nous propose aujourd'hui nous permet d'éclairer ces choix sur ben, les propositions moins, plus éco-responsables que celles traditionnelles. Et l'objectif de ce kit, c'est de le diffuser à l'échelle de l'établissement et d'engager chaque unité en fonction de leurs objectifs à faire évoluer leur prescription. Et ça, on aimerait quantifier les économies carbone, évidemment les économies en espèces sonnantes et trébuchantes, mais aussi en prise en compte des conséquences environnementales des prescripteurs, voilà, qu'ils soient ou pas sensibilisés. Voilà, c'est une ambition certaine, mais qui nous semble coller à la réalité. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Anne. Il y a un mot que j'aime bien qui s'appelle, qui nous vient d'ailleurs, qui s'appelle les économies. Mhm. Hein, voilà. Et en menant ces pratiques, on fait à la fois des économies en euros et des économies écologiques. Et donc, c'est bien sûr tout à fait intéressant. Dans le chat, il y avait encore, oui, la question du bio-nettoyage des sols sans chimie, bien sûr, qui se répand, j'ai envie de dire, qui se diffuse un peu partout. Et puis, la question du gaspillage des médicaments, effectivement, voilà, trop avec un circuit qui est finalement peut-être pas bien adapté et qui fait que ces médicaments en plus ne peuvent pas être
réutilisés. Voilà, alors là, c'est un sujet douloureux, hein, par souci de sécurité, ben, on ne va pas réutiliser des médicaments qui ont fait un circuit un peu pas toujours bien connu, et du coup, on jette. Et du coup, là, c'est terrible, hein, quand on jette des médicaments. Je dis, on a pollué, on a dépensé à la fois pour fabriquer, mais aussi on va redépenser des sous et repolluer pour jeter. Et là, c'est double peine. Donc, ça, c'est pas bon du tout. Donc, on est tous en train de travailler, mais on va pas terminer par cette vilaine idée. On va conclure parce qu'il est l'heure de conclure. J'ai une dernière question et Ah, après vas-y, Radis. vas-y. Donc, c'est Marion Moisard qui remercie les présentations et pose la question à Anne. Que voulez-vous dire par des conséquences environnementales des prescripteurs? Anne, le micro est encore ouvert, Alors, vous pouvez vous exprimer. bon, ouais, peut-être que je me suis mal exprimée. En fait, je veux dire, ce que je voulais dire, c'est l'évolution des réflexions des prescripteurs sur leur, sur leur prescription, en fait. Pardon. Oh là, excusez-moi, c'est pas clair. C'est accompagner donc les prescripteurs qui ne sont pas peu ou pas sensibilisés aux données environnementales, voir comment ils les reçoivent ces informations et comment ils les digèrent pour modifier leur façon de prescrire. C'est ça que je voulais dire. Oui, et je pense juste pour compléter, je pense que dans cette question, il y a, mais comme ça pourrait être fait à l'EHPAD, comme ça pourrait être fait à la clinique Esquirol, je sais que Claire Morisson est là et qui est à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr que ça serait intéressant de dire, ben voilà, on a économisé tant de laxatifs, tant d'antalgiques, on a fait donc combien d'économies en euros, parce qu'on n'a pas dépensé ces médicaments, on ne les a pas achetés finalement, on achète moins, mais aussi combien on a économisé en impact carbone et en pollution de l'eau, en surface artificialisée, etc., etc. Et ça, ce virage-là, il est en train de se produire. Les outils de corrélation de pollution par rapport à certains médicaments sont en train de se faire. Et là, notamment, la liste de médicaments dont je vous parlais tout à l'heure en psychiatrie ou en gériatrie, on sera à même prochainement de pouvoir dire, ben voilà, on a économisé telle quantité de tel médicament, donc on a économisé, on multiplie en euros ce qu'on a économisé en euros, mais on sera à même de multiplier par un facteur pollution et dire on a économisé tant de kilos de carbone, voire tant de centaines de kilos ou de tonnes de carbone. Voilà, donc ça, on est en train de le faire. Les études se multiplient, les moyens, il y a un outil qui s'appelle Carbone, enfin voilà, donc il y a des outils qui sont à disposition et c'est en train de se faire là et prochainement, effectivement, on pourra dire, ben voilà, on n'a pas consommé ces médicaments et donc on a fait telle et telle économie en poids carbone et en euros. Voilà, on va devoir s'arrêter Oui, là. juste une dernière information parce qu'effectivement, les éco-soins, les soins éco-responsables, ça parle beaucoup, c'est très passionnant. Il y a un prochain webinaire le 19 mars qui va parler des ACV, donc le cycle de vie, ce que présentait rapidement Noël, et les soins éco-responsables. Donc, ce sera le moment de continuer le sujet et d'aborder un autre prisme avec les ACV. Donc, on vous attendra encore nombreux ce jour-là. Les inscriptions vont pas tarder à être, on va vous envoyer le lien d'inscription dans pas longtemps. Donc voilà, on vous attend très nombreux ce journée-là. Je remercie Noël, Isabelle et Christelle pour l'intervention et leur partage d'expérience qui était très intéressante. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Et à une prochaine, donc le 19 mars, ACV et éco-soins avec la présence de Véronique Imbert, qui connaît bien la question des analyses cycle de vie. Merci à vous, bon éco-soins et à une prochaine. À bientôt. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Au revoir, merci.